Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la plus belle journée de course de la saison. Paris-Roubaix, oui on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de Paris-Roubaix chez les hommes. Je rappelle qu'il a déjà la version féminine dont on a fait le débrief hier avec la victoire de Pauline Ferrand-Prévot. Vous pouvez retrouver tout ça dans la playlist cyclisme féminin. On va attaquer tout de suite ce Paris-Roubaix homme. On parlera bien entendu du résumé de la course qui va être assez dense. Il y aura également des petits tops et flops dans ce résumé de la course, c'est-à-dire des équipes et des coureurs dont je ne vais pas parler ensuite, mais dont je parlerai dans ce résumé. Il y aura bien entendu les tops et les bonnets d'âne, comme d'habitude, du côté de Paris-Roubaix. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications sur les miniatures et cliquer rapidement sur les vidéos dès leur mise en ligne. Je remercie les gens qui font cet effort-là et les gens qui font l'effort également de faire un super thanks. Débrief de la dernière étape du Tour du Pays Basque, ça sera lundi parce que hier en fait quand j'ai fini Paris-Roubaix il était déjà quasiment 21h, donc le temps que la vidéo passe un petit peu de vue, surtout que là je savais qu'avec Pauline Ferrand-Prévot ça allait faire un petit peu de vue, on va décaler, donc normalement lundi, il ne devait pas y avoir de vidéo, il y aura une vidéo, ça sera le débrief de la dernière étape du Tour du Pays Basque, comme ça fera moins de trous avant mercredi, où je ne sais pas encore ce que je débrieferai, mais voilà, il y aura quelques épreuves mercredi avant l'Amstel, il y aura une présentation de l'Amstel, bien entendu des classiques ardennaises. Je vous préviens aussi par avance que Liège-Bastogne-Liège, je ne le ferai pas le soir même, parce que je ne serai pas chez moi. À partir de Liège-Bastogne-Liège jusqu'au début du Giro, je ne suis pas chez moi pendant une petite quinzaine de jours, ce qui était prévu. Sauf que je n'avais pas prévu que c'était le jour de Liège-Bastogne-Liège que je devais partir, donc forcément, je vais regarder la course en décalé, donc ça aura des conséquences sur le débrief de l'épreuve. On commence tout de suite avec ce Paris-Roubaix, le résumé de ce Paris-Roubaix 2025. Et déjà, il y avait une nouvelle intéressante quand même ce matin. Les pavés n'étaient pas détrempés. Il y avait quelques zones d'humidité, mais pas de pavés détrempés, parce que c'était la grande interrogation avec les conditions climatiques. C'est vrai que on avait du mal, en fait, je vous avais dit, c'était assez instable. On avait du mal à savoir s'il allait pleuvoir. Alors, il devait pleuvoir pendant la nuit, mais on avait du mal à savoir s'il allait pleuvoir fortement. Ça, c'était la grande interrogation. Et s'il allait vraiment pleuvoir, parce que hier, les dernières informations qu'on avait, c'était, il allait pas pleuvoir. Il a plu, mais pas suffisamment pour rendre les pavés glissants. C'était un peu humide, mais il n'y avait pas d'énormes taches d'humidité à part dans 2-3 secteurs. Donc c'était des conditions idéales parce que pas de poussière pour les coureurs, ce qui peut gêner la visibilité, surtout quand vous êtes dans les voitures. Donc ça c'est presque les conditions idéales. Un petit vent de dos prévu sur le parcours, moins fort quand même que l'an dernier. Mais on savait que potentiellement ça pourrait encore aller extrêmement vite du côté de cette épreuve. Début de journée, le premier attaquant de la journée, ça sera Jonas Abrahamsson. Mais Jonas Abrahamsson qu'on ne verra qu'à ce moment-là de la journée parce qu'il va bâcher au bout d'une cinquantaine de kilomètres de course, peut-être malade du côté de Jonas Abrahamsson parce qu'il n'aura même pas fait un secteur pavé du côté de ce coureur. Il y aura également Rasmus Pedersen, le coureur de la Decathlon, qui fera partie des premiers attaquants. On aura Ludovic Rovit également qui tentera d'attaquer, ou encore Matteo Moschetti qui fera un petit écart d'une vingtaine de secondes mais qui se relèvera assez vite du côté du coureur de la Q36.5. À 240 km de l'arrivée, Ludovic Rovit a un problème mécanique, il est obligé de changer de vélo. C'est 4 km avant la bonne échappée du jour qui est partie assez rapidement. Cette bonne échappée, c'est vrai que seulement 30 km par rapport aux dernières années où parfois on partait qu'au premier secteur pavé. Alors la bonne échappée, elle est constituée de Kim Hajduk, de Oyer Lascano, qui nous a pas vraiment
impressionné depuis le début de saison. Markus Ulgaard, le champion de Norvège du côté de la Uno X. Jonas Rutsch également du côté d'Intermarché qui fait une belle saison. Max Walker, Jesper De Vries ou encore Stockman et Rory Tozand, l'ancien champion d'Irlande du côté de la Q36.5. Donc une échappée avec deux costauds quand même dans cette échappée. Enfin, trois coureurs qui pouvaient tenir longtemps. Rutsch, parce qu'on l'avait vu plutôt en forme. Ulgaard, parce qu'il est de la Uno X. Forcément, il a des qualités de résistance. Et puis, Oyer, Lascano, s'il avait retrouvé ses bonnes jambes. Alors, cette échappée qui, dans un premier temps, va mettre un petit peu de temps à prendre de l'avance, vu que derrière, on a un groupe de poursuivants avec Dries de Bonte, avec Tonetti ou encore Sandy Dujardin, mais la bonne échappée est partie et l'écart va augmenter à 216 km de l'arrivée, 1,03, puis 2 minutes 6 km plus tard, et enfin 3 minutes à 186 km de l'arrivée, l'écart qui sera en max, car max de 3 minutes 15. Et c'est là où on va commencer à voir les premières chutes, avant le premier secteur pavé, ce fameux secteur 30, et bien pendant une vingtaine de kilomètres, on va avoir énormément de chutes de coureurs qui vont tomber, ce qui va avoir des conséquences sur l'épreuve. Ça commence avec Moreau et Gazzoli. Alors Moreau, en parlant, la Movistar, qui a perdu quand même 3 coureurs avant le premier secteur pavé. Ça arrête 3 coureurs. Déjà Mathias Norgaard qui avait abandonné, lui sur chute, déjà auparavant, et puis après ça va s'enchaîner au niveau de la Movistar qui va perdre énormément de coureurs d'entrée. Alexis Renard, lui, a un problème mécanique, il est obligé de changer de vélo et l'écart diminue, on était à 3 minutes à 186 km de l'arrivée, on n'est plus qu'à 2 minutes 30 sous l'impulsion de la Ineos qui a peut-être un petit peu peur du vent, et ce qui fait que tout le monde est extrêmement tendu comme d'habitude et on va avoir beaucoup de chutes certainement liées aux oreillettes et à la tension dans le peloton, notamment une nouvelle chute assez importante avec Albert Torres du côté de la Movistar, avec Perstrand, Hagenes, une nouvelle chute juste derrière avec Mohoric, avec surtout Wout van Aert qui n'est pas en confiance sur ce début de course, ça ira mieux sur la fin. On a également Segart du côté de cette chute. Et puis on a Pickrell également du côté d'Israël. Et le dossard 147 d'Intermarché qui a un nom qui est très compliqué. C'est pour ça que j'ai noté dossard 147 du côté d'Intermarché. C'est... Alors attendez, je vais prendre ma respiration et je vais certainement fracasser son prénom. C'est le fameux Roel van Sismartendijk. Voilà, donc là j'ai bien explosé son prénom et son nom de côté de Roel van Sismartendijk. Voilà, en rapide, je n'y arriverai pas. Donc le dossard 147. À 167 km de l'arrivée, l'écart va remonter aux alentours de 3 minutes. Et puis une nouvelle chute de nouveau avec Stuyven. On a également Riley Sheehan qu'on a très peu vu sur cette campagne de classique. Ça n'a pas été vraiment le cas du côté de ce Paris-Roubaix non plus. Max Walscheid également, ancien vainqueur du Grand Prix de Denain. Et on aura Philipsen également qui va tomber dans un virage juste avant ce secteur numéro 30. On rentre dans ce fameux premier secteur de ce Paris-Roubaix. Et là, Filippo Ganna a un problème mécanique, un problème notamment de dérailleur. Il va devoir changer de vélo, ce qui va prendre un petit peu de temps parce que ce premier secteur est assez long et que la voiture n'est pas tout de suite derrière comme souvent du côté de Paris-Roubaix. Willems est également derrière, un petit peu à la traîne. Changement de vélo pour Van Aert. Et puis on a également Ben Swift qui a un problème. Non, c'est Connor Swift qui change de vélo et Van Aert lui est derrière. Suite à la chute où il a été gêné. Il n'est pas tombé, Van Aert, mais il a été gêné par la chute à ce moment-là. Eh bien, le peloton n'a plus que 2 minutes 27 de retard sur les 8 coureurs échappés. Encore une fois, pourquoi il y a des petits soucis au niveau des informations, il faut faire avec la réalisation. Anthony Forestier, réalisation, comment dire, capricieuse. Au secteur numéro 29,
Et là, eh bien là, on a 1 minute d'écart entre le peloton et Filippo Ganna. Dans le groupe Ganna, on retrouve Van Aert. On retrouve également Dylan Van Baarle dans ce deuxième peloton. Et puis, sinon, dans ce secteur 29, RAS, rien à signaler. Du côté du secteur 28, eh bien là, on va avoir la crevaison de Marco Haller, le leader de la Tudor, qui n'est pas vraiment en réussite depuis un mois. Et puis un coureur Arkea également qui sera embêté par des petits problèmes techniques à ce moment-là. Les échappés ont 1 minute 58 d'avance sur le peloton. Filippo Ganna, lui, est à 3 minutes 05. On est encore à 148 km 500 de l'arrivée. Nous rentrons dans le secteur 27. Là, il faut noter la crevaison d'Adrien Petit, mais sinon, pas d'autre chose à signaler. Et puis dans le secteur 26, là, c'est la crevaison d'Eduardo Affini, équipier du côté de la Visma Leasebike, qui crève dans ce peloton. On peut signaler en ce début de course le bon placement à la fois de Matthew Brennan, coucouillant de la Visma, mais également, ça me rappelle les profs d'anglais qui américanisaient tous les prénoms. J'ai l'impression d'être un prof d'anglais quand je dis Matthew Brennan. Et puis on avait également, j'ai l'impression d'avoir une tête de prof d'anglais. Et puis on avait également Lucas Koubis qui était bien placé dans ses premiers secteurs. On continue avec à ce moment-là le peloton qui a 1,47 de retard sur les échappés à ce moment-là. Nous sommes à 138 km de l'arrivée. Et le groupe Ganna, avec également Jasper Philipsen notamment, est à 2 minutes 17. À 137 km de l'arrivée, attaque de Colby Simons du côté de la UF qui est très en vue en ce début de course avec Colby Simons qui attaque. On aura également une accélération d'Anthony Turgis mais qui ne servira pas à grande chose. De nouveau une grosse chute dans le peloton, notamment avec Edward Theuns, avec Arthur Klukers ou encore Alexander Kristoff qui a annoncé en interview que c'était son dernier Paris-Roubaix, certainement le dernier monument de sa carrière du côté d'Alexander Kristoff. On ne l'aura pas vraiment vu, il aura un moment tenté de prendre une échappée, et puis cette chute assez importante, je ne sais même pas s'il est reparti au final, du côté d'Alexander Kristoff. Il a dû repartir, je n'ai pas l'information s'il a fini la course, parce qu'il faut savoir que j'enregistre, il est 17h35, donc les classements ne sont pas encore totalement arrivés. Et vous savez qu'à Roubaix, il y a beaucoup d'abandons et de coureurs qui sont hors délai, donc ça peut mettre beaucoup de temps avant d'avoir les résultats. Mais ça veut dire donc qu'Alexander Kristoff prendra sa retraite à la fin de la saison normalement. On continue donc avec cette grosse chute et puis Anthony Turgis qui est sorti mais qui ne restera que 4 km à l'avant. Il est repris au kilomètre à 131 km de l'arrivée. On comprend bien que dans cette action il y avait peut-être un petit peu une vengeance parce que la Total Energy a raté la bonne échappée du jour. Au secteur numéro 25, et bien là c'est le grand retour de Filippo Ganna, Philipsen ou encore Van Baarle qui était lâché, on le rappelle, qui était dans ce deuxième peloton. Il n'y avait pas Van Aert, pardon, dans ce deuxième peloton. Van Aert avait réussi à rester dans le premier peloton. J'ai dit une petite bêtise précédemment. Et puis dans le secteur 24, eh bien chute sur le secteur pavé avec Alex Segard qui va faire une erreur et qui va provoquer la chute de Niklas Behrens du côté de la Lidl Trek. À ce moment-là, eh bien le peloton a 1 minute 50, si j'ai bien noté, de retard sur les coureurs échappés. Non, c'est 1,30, pardon. Je me souviens que j'avais corrigé mon 5, pas un 3. Au secteur 23, eh bien là, crevaison de Davide Ballerini. Crevaison et chute de Florian Dauphin du côté de la Total Energy. Alors chute assez violente du côté de Florian Dauphin parce qu'on sent qu'il est bien amoché. Pourtant il va bien finir parce que ça sera le meilleur coureur, je crois, de la Total Energy. Comme quoi, rien n'est jamais perdu à Paris-Roubaix pour faire un bon résultat. Au secteur 22, crevaison de Gianni Vermeersch, le coéquipier de notre ami Mathieu Van Der Poel, du côté de ce secteur 22. Dans le secteur 21, eh bien, on a une crevaison d'un Groupama et de Colby Simons également. Crevaison également d'Arnaud Démare, ça sera la seule fois de la journée
quasiment on verra un maillot de la Arkea qui a été assez transparente comme gérait la plupart des équipes françaises, à part en gros Bissegger et Stefan Kug et Johan Jacobs, les coureurs français qui n'ont pas été véritablement en réussite sur ce Paris-Roubaix. Et c'est vrai que du côté de la Arkea, à part cette crevaison de démarre, la chute d'un coureur juste après, ce Miles Codson, et puis en gros le petit Pichoun au départ de la course qui avait le maillot Arkea, c'est les 3 seuls moments où on verra un maillot rouge de l'équipe bretonne qui est passé à côté de son sujet, mais on ne s'attendait pas à des merveilles du côté de l'équipe française. Donc comme on le disait, chute de Miles Codson du côté d'Arkea, grosse chute du côté de Miles Codson qui va en fait pas voir un îlot directionnel et qui va se le prendre pleine poire du côté de Miles Codson. Et puis à 107 km de l'arrivée, crevaison d'un coureur d'Alpecin, alors que nous rentrons dans la ville de Denain et qu'on n'arrive pas très loin de l'enchaînement très compliqué du secteur d'Aveluy à Valers et l'enchaînement avec la trouée d'Arenberg. Nous sommes donc dans ce secteur numéro 1. Nous sommes à encore plus de 100 km de l'arrivée, précisément à 103 km de l'arrivée. Et nous allons avoir la première accélération d'un des leaders du général de la course avec Mats Pedersen qui va lancer la première banderie, la première grosse accélération, suivi peu après par Tadej Pogačar qui aura un petit souci au niveau d'un bidon. On verra que le bidon, on le retrouvera ce souci de bidon un petit peu plus tard avec un nuluberlu, je crois que c'est le bon terme. À ce moment-là, le peloton est quasiment revenu sur les coureurs échappés. Ça, j'avais oublié de vous donner l'écart à 110 km de l'arrivée qui était de 1,05. Il n'est plus que de 20 secondes à l'entrée dans la trouée d'Arenberg. La nouvelle approche de cette trouée d'Arenberg qui ne provoquera pas de chute. C'est un petit peu ma peur, je vous en avais parlé lors de la présentation. Eh bien, il n'y aura pas de chute. Et là, nouvelle accélération de Pogačar, crevaison de Clément Russo et également de Vermeersch, de Gianni Vermeersch. Nouvelle crevaison du côté de Gianni Vermeersch et Van Der Poel accélère. Gianni Vermeersch qui a explosé complètement son tubeless, et Milan également qui va crever dans cette trouée d'Arenberg qui va faire très mal. Nils Politt également en difficulté dans ce secteur. Il va y avoir pas mal d'accélération, notamment Van Der Poel au sommet de cette trouée d'Arenberg qui va faire une grosse accélération pour tenter de faire mal à Pogačar sur le sommet de la trouée d'Arenberg, mais ça n'a pas créé d'écart à ce moment-là. Nous arrivons juste avant Pongibus, crevaison de Jasper De Buys, dommage, il était dans la bonne échappée et donc il avait réussi à prendre ce petit coup d'avance sur le peloton. Et là, eh bien, on va avoir l'accélération dans Pongibus de Pedersen, et heureusement Pongibus, pas de souci de punaise, car des uluberlus, encore une fois, avaient décidé de lancer des punaises sur la route. Alors, c'est très clair. Je pense que dans le cas des gens qui ont lancé des punaises et qui ont mis des punaises sur les pavés, ou dans le cas de ce personnage qui a lancé un bidon de manière complètement lâche sur Mathieu Van Der Poel, je crois que leur place, c'est pas sur le bord de la route d'une course. Leur place est dans un hôpital à se faire soigner. Parce que très clairement, pour avoir ce type de comportement-là, c'est même pas la prison, là. C'est même pas une amende. Je pense qu'il faut aller sacrément se faire soigner parce qu'on doit avoir quand même les deux fils qui se touchent très sérieusement pour avoir ce type de comportement. Fin de la parenthèse uluberlu. Donc, on attaque Pongibus, c'est là où va se faire la première différence, c'est là où on va avoir les premiers écarts, avec donc Pedersen qui va accélérer, Fedorov qui crève, c'est dommage du côté du coureur d'XDS Astana parce qu'il faisait une très belle course, comme Tennyson également qui aura un petit problème après, et on va avoir donc un groupe qui va se former avec Van Der Poel, Pogačar, Pedersen,
Philipsen et Stéphane Bissegger qui représentent les équipes françaises. Ce groupe donc se forme à la sortie de Pongibus sur la fin du secteur de Pongibus et Van Aert lui est distancé à 27 secondes avec Matthew Brennan et Filippo Ganna est à 40 secondes. Filippo Ganna qui enchaîne les problèmes techniques et mécaniques du côté du coureur italien mais qui là a eu une panne de jambe. On arrive dans le secteur 17, le premier secteur qu'avaient pris les filles. Là, pas de grand chose à signaler, hein, tout simplement. Et l'écart dans le secteur 16, eh bien, les 5 hommes de tête qui ont une 0,2 sur eh bien, le groupe Van Aert qui se retrouve bien avec Jonas Rutsch par exemple, avec Houlgaard qui avait anticipé, avec Brennan, avec également Stephen Kung dans ce deuxième groupe. Dans le secteur 15, là la deuxième décantation de la course va se produire avec Mats Pedersen qui va prendre un virage sur la gauche de manière trop rapide, ce qui fait que ça va faire déjanter sa roue avant et il va crever, hein, mais tout simplement parce qu'il a pris le virage trop violemment. Ce virage sur la gauche, ça me rappelle une année Paris-Roubaix où ça s'était passé du côté du Carrefour de l'Arbre, du côté de Tourusov, qui avait pris aussi un virage un peu trop vite. Et ça s'était pas très bien passé du côté de Tourusov. Et on verra que le fait de prendre un virage un peu trop vite, ça va se reproduire un petit peu plus tard dans la course. Et là donc attaque de Pogačar qui va pas attendre Pedersen. Et Bissegger, lui, a un problème mécanique. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir un groupe de 3 à l'avant de la course. Pogačar cerné par Philipsen et Van Der Poel. À ce moment-là, eh bien, nous sommes à 66 km de l'arrivée. Nous avons donc Pogačar qui a le groupe Pogačar, Van Der Poel, Philipsen qui a 40 secondes d'avance sur Bissegger, 1 minute sur le groupe Van Aert qui a repris au final Mats Pedersen. Dans le secteur, alors dans cette portion-là, c'est aussi le moment où on va voir Van Der Poel, on va voir Pogačar demander à sa voiture d'arriver. Sa voiture va arriver, alors ça c'est une décision des commissaires, on va le voir une deuxième fois aussi avec Van Der Poel un petit peu plus tard, pour prendre des cétones. Alors j'aime bien parce que tout le monde a dit oui, c'est incroyable qu'on ait vu ça en audiovision, quelqu'un qui prend des cétones. Van Der Poel le fait très régulièrement, de prendre des cétones devant les caméras du monde entier. Quand c'est Van Der Poel, ça ne choque personne. Quand c'est Pogačar, ça choque tout le monde. Moi, ça me choque dans un cas comme dans l'autre. Voilà. Parce que je pense que du côté des cétones, on ne sait pas tout. Mais ça serait bien de ne pas faire de différence avec les coureurs. Ça vous choque avec l'un, ça vous choque avec l'autre. On a déjà vu Van Der Poel boire des cétones également en course. Parce que c'est des petites fioles. Voilà, ce sont les cétones. On poursuit avec donc le secteur 13. Et là, c'est Tennyson qui crève. Lui aussi, hein, encore une fois, il faisait une belle course du côté de la XDS Astana qui aurait pu marquer des gros points. Aujourd'hui, c'est plutôt Intermarché qui s'en sort bien, même du côté des bagarres des points UCI. Stephen Kung qui va également avoir un problème technique et Pedersen qui va faire sa première attaque mais qui n'arrivera pas à faire de grosses différences. On attaque dans le secteur 11 hein, parce que dans le secteur 12 il ne se passera pas grand chose dans le secteur de Bercé et dans le secteur de Mons en Péval eh bien Van Der Poel. À part qu'on espère qu'un jour il y aura une stèle Pauline Ferrand-Prévot à l'entrée de ce secteur, là où a chu Pauline Ferrand-Prévot avant de s'imposer du côté du Vélodrome. Mais Mathieu Van Der Poel qui accélère et qui provoque eh bien, une mauvaise nouvelle pour lui, l'explosion de Philipsen qui ne va pas réussir à suivre. Mais du côté de Philipsen, alors déjà la chute à Nocquereux qui a fait qu'il a en fait quasiment pas fait de classique flandrienne, des maux de tête encore, je pense, qui ont nui à sa capacité à s'entraîner. Et du côté de Philipsen, et très clairement, il manquait de foncier. C'est le cas d'autres coureurs, hein, Matthew Brennan également qui a explosé, mais tout simplement, il manquait de foncier, il manquait de caisse, on va dire, pour tenir la cadence sur 260 km. Il a tenu 200 km, mais pas beaucoup plus. Du côté donc de Philipsen qui explose, et bon, comme je vous disais, Matthew Brennan qui explose également dans le groupe Van Aert.
Et par contre, Van Aert qui est de mieux en mieux au fur et à mesure de la course, quand il faut plus frotter, il est de mieux en mieux. Wout Van Aert, nous sommes à 44 km de l'arrivée, petit point sur la course. Le groupe de tête, donc à 20 secondes d'avance sur Philipsen, le groupe Pedersen-Van Aert, avec encore Jonas Rutsch notamment, est à 1 minute 30. Nous arrivons dans le secteur 10, rien à dire. Et dans le secteur 9, nous avons une attaque de Pogačar qui accélère, sauf qu'il y a un virage sur la droite et il va arriver Mac 12. Il a failli embarquer avec lui Van Der Poel parce que Van Der Poel a été très doué dans cette action-là. Et ça sera le tournant de la course. Pogačar tombe. Van Der Poel, lui, continue sa route. Et il va repartir avec 20 secondes de retard. Mais il va se retrouver ensuite en difficulté. Et Philipsen, quant à lui, est repris par le groupe Pedersen-Van Aert. Ce groupe Pedersen-Van Aert qu'on ne verra quasiment pas de la journée. Donc après la chute de Pogačar, on va avoir un sacré mano à mano pendant une grosse quinzaine de kilomètres entre Pogačar et Van Der Poel, mais Pogačar qui montre déjà sacrément des signes de fatigue. Et puis ensuite, eh bien, Pogačar qui va exploser déjà dans un premier temps avec sa crevaison à 20 km de l'arrivée, ce qui va lui faire prendre énormément de retard. Dans le même temps, 5 km après, c'est Van Der Poel qui a une crevaison et qui doit changer de vélo, mais qui ne panique pas sur ce changement de vélo. Moins excité que Remco Evenepoel sur les Jeux Olympiques, mais ça m'a refait penser à cette scène de Remco Evenepoel du côté des Jeux Olympiques. Et puis Van Der Poel qui lui va repartir et Pogačar qui va avoir beaucoup de mal à finir, notamment dans le secteur de Willems AM où il va tout faire pour éviter les pavés. Voilà, la chute a fait mal, mais surtout je pense qu'il n'avait plus beaucoup d'essence dans le moteur, Tadej Pogačar, et donc Mathieu Van Der Poel qui s'en va vers la victoire, qui s'impose devant Tadej Pogačar. Derrière, on retrouve trois hommes. Florian Vermeersch, le coureur de la UAE, qui va attaquer à plusieurs reprises, mais qui ne va pas réussir à lâcher Mats Pedersen, qui va s'imposer pour la troisième place face à Wout Van Aert, qui finit quatrième du côté du coureur belge. Que dire de cette épreuve? Moi, j'ai pris du plaisir. Je sais que certains ont dit, ouais, au bout de 100 km, ça y est, à 100 bandes de l'arrivée, on sait déjà qui va gagner. Non, parce que moi, je ne savais pas quel allait être le scénario de la course. Moi, j'ai bien aimé ce scénario où on a eu quand même des rebondissements. Pour moi, Pogačar, pour moi, Pogačar, il n'en pouvait plus. Je pense qu'il a sous-estimé la difficulté de Roubaix, mais comme l'avait dit, enfin sous-estimé non, mais je pense qu'à un moment il s'est vu gagner Roubaix. Moi, c'est pour ça que je l'avais pas mis parmi mes favoris. J'avais dit c'est Roubaix, c'est pas n'importe quelle course, c'est une course atypique. Roubaix, il n'y a pas d'autres courses comme celle-là dans le calendrier. C'est pas une Flandrienne. D'un point de vue sportif, c'est vrai qu'on m'a dit c'est une Flandrienne parce que la Flandre c'est aussi le nord de la France. Oui, ça c'est d'un point de vue contexte géographie, mais d'un point de vue sportif, c'est pas une Flandrienne parce que ça ressemble pas au Tour des Flandres. Et la référence des Flandriennes, c'est le Tour de Flandre, c'est une Roubaisienne. Voilà, c'est un profil de course qui est complètement atypique avec des pavés qui sont défoncés dans tous les sens. Et je pense que Pogačar, vraiment, à la fin, je m'attendais en interview à ce qu'ils disent les mêmes phrases que Bernard Hinault sur Paris-Roubaix parce que tu sens qu'il a vraiment souffert. Je pense qu'il a rarement souffert autant, même au championnat du monde. L'an dernier, je suis pas sûr qu'il ait souffert autant dans les 20 derniers kilomètres. Parce que là, vraiment, il était mal Pogačar sur la fin. Donc moi, j'ai bien aimé parce que après, en plus, c'est pas Van Der Poel qui lance la course, c'est Pedersen. C'est Pedersen qui lance la course. Voilà, c'est lui qui décante de loin. Après, je pense qu'il était fort aujourd'hui, Pedersen. Ça lui réussit pas. Bon, c'est comme ça. Mais on peut pas reprocher à Pogačar et Van Der Poel d'avoir lancé la course parce que c'est pas eux qui ont fait les premières attaques. C'est Pedersen. C'est Pedersen qui a déclenché cette course. Alors ensuite, Van Der Poel, ils ont accéléré, mais c'est comme ça. Moi, j'ai pris du plaisir à regarder ce Paris-Roubaix. Je dirais pas que c'est le Paris-Roubaix le plus intense, le plus exceptionnel que j'ai vu, mais j'ai pris du plaisir à regarder la course. Par contre, au niveau de la réalisation, bon, c'est du Anthony Forestier. Hein.
C'est fou parce que on nous avait promis il y a 1 an et demi, vous savez, ces petites vignettes là d'écran, qu'on allait les utiliser. Roubaix est typiquement la course où ces vignettes-là ont une importance parce que ça permet de comprendre mieux la course. Déjà que même avec ça, on aurait raté des éléments parce qu'il semblerait qu'à un moment, la voiture de la Tudor ait été mise hors course. Moi, j'ai pas eu plus d'informations là-dessus. Je regardais la course sur Eurosport, pas sur France Télé. Donc, j'ai pas eu d'informations en plus là-dessus. Mais forcément, on rate des éléments. Là, par exemple, je pense que l'ennui, ça vient pas du scénario de course. Ça vient de la réalisation. La réalisation est catastrophique sur les 100 derniers kilomètres. On ne s'est concentré quasiment que sur Pogačar et Van Der Poel à faire que des gros plans sur les deux. C'est-à-dire comme si tous les autres coureurs n'existaient pas. Van Aert, sur les 100 derniers kilomètres, on doit le voir 1 minute 30 à l'écran. Mais vraiment, si vous chronométrez, je pense que ça doit être 1 minute 30, 2 minutes. Kung, on a dû le voir 20 secondes. Il se passait des choses dans ce groupe-là. Ça aurait été intéressant de nous les montrer. La petite vignette, c'était fait pour ça. Avoir des gros plans pendant 5 minutes sur Van Der Poel, sur Pogačar, sur la voiture de la UAE, c'est pas le truc le plus intéressant au monde. Pour moi, les gens qui se plaignent de l'ennui se trompent. C'est pas le spectacle de la course. La réalisation est catastrophique. La réalisation est très mauvaise. Mais bon, Anthony Forestier, c'est comme ça. Après, on est habitué. C'est sûr que par rapport à Jean-Maurice Sogg, on regrette Jean-Maurice Sogg quand même, pour ceux qui ont connu, mais c'est la réalisation qui est catastrophique. Alors, on nous montre quasiment pas le deuxième groupe. On nous le montre jamais, le deuxième groupe, quasiment, sur 100 km, sur 2h30. On nous montre quasiment les 3 mêmes coureurs. C'est sûr. Mais derrière, il se passait des choses. Ghana, on l'a quasiment pas vu de la journée, à part quand il a eu des problèmes mécaniques, mais on l'a quasiment pas vu de la journée. Mais ça, c'est pas dû, pour moi, à la course, c'est dû à la réalisation d'Anthony Forestier, qui fait qu'on a certainement dû rater encore des choses et des anecdotes, qu'on utilise toujours les mêmes plans de caméra depuis 50 ans, alors qu'on pourrait peut-être utiliser aussi des caméras fixes à certains endroits du parcours. Et ce qui pourrait être intéressant, il n'y a pas d'utilisation de drone, par exemple. Tu vois, le carrefour de l'Arbre, peut-être qu'en drone, ça pourrait être intéressant. La trouée d'Arenberg, en drone, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas? Et je pense qu'il y avait des choses à faire en termes de réalisation qui n'ont pas été faites aujourd'hui. Et je pense que l'ennui provient de la réalisation et ne provient pas de la course. Moi, j'ai pris du plaisir à regarder la course. On s'attendait pas, enfin, moi, je m'attendais pas à ce scénario-là, pour tout vous dire. Oui, on a certes Van Der Poel devant Pogačar, devant Pedersen. Certains avaient mis le podium dans l'ordre. Mais est-ce que vous attendiez que la course se décante de cette manière-là? Je ne suis pas sûr. Donc moi j'aime bien, et puis il y a eu du suspense. Le mano à mano là, entre 35 bornes de l'arrivée et 20 km de l'arrivée, où il y a 20 secondes d'écart, où tu te dis est-ce qu'il va revenir Pogačar, est-ce qu'il va y arriver? Oui, mais il semble un petit peu en difficulté physiquement, mais oui, mais c'est Pogačar. Ça c'est quand même super. Enfin, les mecs qui se sont ennuyés en voyant ça, je suis désolé, mais bon, si vous attendez à le cyclisme, parce qu'il y a 40 coureurs ensemble dans un peloton, bah vous allez prendre du plaisir que dans les sprints. Sauf que c'est les mêmes gens qui se plaignent quand il y a des sprints massifs aussi. Donc à un moment, il faut savoir ce que vous voulez du côté du cyclisme. Si vous voulez du grand spectacle, là je trouve qu'aujourd'hui on a eu du spectacle. Voilà. Alors c'est pas la plus belle édition de Paris-Roubaix que j'ai vue, mais c'est quand même une édition vraiment pas mal, parce qu'on a vu des choses très intéressantes du côté de la course. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! On commence avec les coureurs au top et je commence avec Mathieu Van Der Poel. Sacrée course quand même de Mathieu Van Der Poel. Ce qui l'a fait gagner par rapport à Pogačar, c'est sa technique. C'est sa technique parce que Pogačar, en fait, il a perdu par le manque d'expérience sur Roubaix, mais la technique. Très clairement, la chute de Pogačar. Pogačar, il tombe. Van Der Poel, pourtant, il est à 2 doigts de tomber aussi, mais il va pas tomber. Pourtant, Van Der Poel, il va aussi dans l'herbe, où il fait pas un bon virage, il freine tard aussi, Van Der Poel. Mais il va réussir à rectifier le tour. Le tir, là déjà, ça montre la différence. Je pense aujourd'hui Van Der Poel était plus fort que Pogačar. Je pense que Pogačar n'aurait pas réussi à tenir Van Der Poel dans le carrefour de l'Arbre, parce qu'on voit qu'il est lessivé sur la fin. Et je pense que Van Der Poel en a gardé un petit peu sous le coude. Et pourtant, ça n'a pas été une édition facile pour Van Der Poel. Par rapport à l'an dernier, ou même par rapport à il y a 2 ans, pourtant je pensais qu'il y a 2 ans, la bagarre face à Van Aert, où ça joue quand même sur la crevaison de Van Aert, mais je le trouve moins physiquement dans la difficulté que là. Là, tu sens qu'il a quand même été loin dans la douleur.
Quand tu le vois au vélodrome, quand il quitte son vélo, c'est la première fois où je le vois dans un état où il boite pas, mais je pense que les cuisses sont tellement dures qu'il a du mal à marcher. Je sais pas si vous avez vu, vraiment c'est un court instant où il y a les caméras sur Van Der Poel et vous voyez qu'il se tient un peu la cuisse comme ça à la hanche. Et, j'ai bien souffert quand même, ça n'a pas été une promenade de santé. Parce que quand vous regardez déjà la moyenne, on a 46,8 de moyenne, donc c'est 1 km/h de moins que l'an dernier, sauf que contrairement à l'an dernier, l'échappée s'est faite quand même rapidement, au bout d'une trentaine de kilomètres, donc forcément au bout d'un moment, le tempo a été moins élevé du côté de Van Der Poel, et surtout il y avait moins de vent. Malgré cette heure d'accalmie, malgré le vent qui était moins fort, on n'a qu'1 km/h d'écart par rapport à l'édition 2024. Ça veut dire que ça a cravaché sur les secteurs pavés. Ça veut dire qu'on a été rapide sur les secteurs pavés du côté de Mathieu Van Der Poel. On n'a pas amusé la galerie, quoi, en gros. Et parce qu'il a eu un adversaire d'un énorme niveau qui a été Tadej Pogačar aujourd'hui. Ça a été un duel. Mais ce qui permet à Van Der Poel aujourd'hui de gagner, le talent cyclocross. Alors Steve Chenel va le redire 150 fois, mais c'est le talent du côté du cyclocross parce que le placement de Van Der Poel a été bon, notamment sur les premiers secteurs où il n'est pas forcément tout devant, il est plutôt un petit peu caché. Et puis surtout, je dirais qu'une fois ça se décante, une fois qu'ils sont dans un groupe à 5 ou à 3, il a une maîtrise de son vélo qui est parfaite. Aujourd'hui, Van Der Poel. Et puis après, il a fait la course. C'est une course où il n'y a pas d'erreur, à part la crevaison, on va dire, et elle arrive après celle de Pogačar. En gros, c'est sa première crevaison en 5 Paris-Roubaix, je crois. En gros, Van Der Poel, il n'y a pas d'erreur aujourd'hui. Il n'y a pas une erreur de la part de Van Der Poel sur cette course. Ça a été maîtrisé, ça a été du tableau noir tout du long, mais ça a été quand même difficile. Ça a été difficile, je pense que physiquement, il s'en souviendra. Je pense qu'il fera, s'il fait l'Amstel dans une semaine, je pense qu'il aura besoin de récupérer de ce Paris-Roubaix. Je suis pas sûr qu'il fasse l'Amstel du côté de Van Der Poel, parce que là, je pense qu'il a vraiment souffert physiquement aujourd'hui. Il a vraiment souffert. On disait Pogačar, il était content que ça s'arrête. Je pense que Van Der Poel aussi, mais il y a eu une maîtrise à certains moments de la course où il a un calme incroyable. Et puis, oui, il y a cette erreur sur l'accélération de Pogačar où Van Der Poel, lui, a cette lucidité de réussir quand même à prendre son virage, cette capacité d'improvisation, un peu comme un pilote de rallye qui rate son début de virage, qui rate l'entrée du virage, mais qui arrive à rectifier le tir dans le milieu du virage pour pouvoir sortir convenablement et pas se foutre dans le fossé. C'est ce qui a réussi à faire Van Der Poel aujourd'hui. Et pourtant, Alpecin, on ne peut pas dire qu'il y a eu une aide énorme de la part de l'équipe Alpecin. Oui, il y a eu du bon Sylvain Didier. Gianni Vermeersch, il a été touché par... rarement eu autant de problèmes techniques qu'un coureur d'Alpecin que du côté de Sylvain Didier, mais... Philipsen qui explose quand même à 50 bornes de l'arrivée. Il y a eu moins de maîtrise de la part d'Alpecin cette année que l'an dernier, par exemple, où Alpecin avait été... c'était Alpecin qui maîtrisait les horloges. Là, ça a été beaucoup moins le cas, parce que Lidl, je pense, a eu un collectif plus solide, même s'ils ont couru à côté de la plaque, je pense qu'il y aura des choses à redire sur la stratégie de la Lidl Trek, mais je trouve que du côté de Alpecin, ça n'a pas été fantastique en termes de stratégie de course. Alors ça n'a pas été catastrophique comme ça a pu l'être du côté d'autres formations, mais ce qui fait la différence, c'est que Van Der Poel a été d'une solidité aujourd'hui, pas d'erreur stratégique, il n'a pas paniqué, il arrive à tenir la cadence et surtout il ne s'est pas mis dans le rouge. Il garde la lucidité dans le virage, mais il ne s'est pas mis dans le rouge, et dans ces 15 km vraiment de mano à mano face à Pogačar, où ça a été un mano à mano. Face à Pogačar, il a réussi à résister parfaitement, Van Der Poel. Il maîtrise cette épreuve. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui le meilleur à gagner du côté de Mathieu Van Der Poel. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à part que ça a été du bon niveau, du haut niveau, et comme au Tour des Flandres, où pour moi le meilleur à gagner, et peut-être qu'on s'est moins ennuyé aussi... que certains se sont moins ennuyés du côté du Tour des Flandres,
La réalisation était meilleure du côté du Tour des Flandres. Mais pour moi, c'est son jardin, Roubaix. Aujourd'hui, c'est son jardin. Gagner 3 fois d'affilée, c'est ton jardin. Et le Tour des Flandres, bah, c'est le jardin de Pogacar. Chacun a son jardin, je dirais, mais on sait pas. Enfin, il a été super costaud, Van Der Poel, aujourd'hui. Parce que il résiste à la pression. Il aurait pu s'énerver à des moments quand on fait venir la voiture de la UAE, il peut s'énerver, mais non, il garde un calme olympien. Et là, il y a eu une vraie opposition par rapport à Pogacar, qui a été assez impressionnante. Et oui, bravo Van Der Poel. Deuxième coureur top, le champion du monde, hein, Tadej Pogacar, mais c'est... Moi, je pensais pas qu'il résisterait aussi longtemps, Pogacar. C'est-à-dire, moi, je me disais, Pogacar, allez, il va tenir jusqu'à la trouée d'Arenberg, et puis après, la trouée d'Arenberg, t'es déjà à 15 km de pavé, un truc comme ça, et ensuite, il va exploser. À Mont-Saint-Pével, il va exploser, et après, derrière, on le revoit plus. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est cette capacité à tenir sur les pavés, et pourtant... Tu sens que c'est encore perfectible. Il y a un moment, tu le vois, il a la tête comme ça sur le côté pour voir où sont les pavés. Je pense qu'au niveau des relances, parfois au niveau des virages, c'est pas totalement parfait. Même s'il a fait des reconnaissances, je pense Pogacar, il connaît pas encore complètement le parcours. Il le dit, hein, l'erreur dans le virage, il pensait pas que le virage arrivait assez vite. Donc il manque encore d'expérience dans ce parcours. Il manque d'expérience sur des pavés plus difficiles que du côté du Tour des Flandres, enfin, du côté de la majorité des secteurs du Tour des Flandres. Il manque encore de technique, peut-être, sur ce parcours-là, et d'habitude également à tenir 260 km sans avoir de coups de bambou, parce qu'à Roubaix, ce qu'il faut se dire, c'est que manger c'est compliqué, boire c'est compliqué, vu la quantité de pavés et qu'on roule quand même à plus de 60, à plus de 45 sur les pavés. Donc quand vous roulez à plus de 45 sur les pavés, c'est très dur de s'hydrater, de boire, beaucoup plus que sur les Flandriennes, et de respecter son hydratation et d'avoir les bons apports en nutriments, c'est pas évident. Mais moi, vous saviez que j'étais plutôt sur la réserve, vraiment sur la réserve avec Pogacar. Voilà, c'est vraiment la fois où j'ai presque été le plus impressionné par Pogacar. Avec les championnats du monde, je crois. C'est les 2 fois où vraiment, pourtant il gagne pas, hein, Pogacar, mais c'est vraiment la fois où je me suis dit, mais waouh, waouh. Alors oui, il y a la chute, mais bon, petite erreur sur le parcours, voilà, il connaît pas le parcours parfaitement. C'est une erreur de sa part, mais il l'a dit, bien entendu. Ensuite, de toute manière, même s'il fait pas cette chute, je suis pas sûr qu'il arrive à résister dans le carrefour de l'Arbre, parce à Canfin au Pével ou dans le carrefour de l'Arbre, parce qu'on voit bien que à partir des 20 derniers kilomètres, c'est très dur pour lui. Physiquement, il a vraiment plus rien dans les sockets. Et là, je pense que c'est un problème de gestion de la nourriture, de gestion de la dépense énergétique qui n'a pas été parfaite. Mais là encore, manque d'expérience du côté de cette course. Mais sinon, pour le reste, c'est parfait. C'est parfait ce qu'il a fait. Et encore une fois, je me disais, Pogacar, allez. Je me disais, à Mont-Saint-Pével, ça le fera plus. Je me disais, voilà, Mont-Saint-Pével, tu rentres dans un 5e dans la dernière heure de course. Physiquement, il sera concassé parce qu'avec son petit gabarit, il va subir. Comme il va rebondir beaucoup plus sur les pavés, il va consommer beaucoup plus d'énergie que ses adversaires. Je me disais qu'à un moment, ça allait exploser. Et puis non, ça a tenu, et pourtant la course a été encore une fois dure, parce que je pense que c'est une édition aussi dure que l'an dernier en termes de vitesse, en termes d'énergie qu'il a fallu mettre en place. Mais Pogacar a su le faire parfaitement, et là encore, si on regarde, l'équipe autour de lui n'a pas été parfaite. Morgado, on l'a très peu vu en début de journée, et ensuite, après 1h30 de course, grosso modo, il a disparu. Vermeersch, bon, il a été derrière, mais Vermeersch, Pollitt, moi je m'attendais à les voir beaucoup plus présents. Tim Willems, en gros, on ne l'a pas vu de la journée aussi, du côté du Belge. Il s'est retrouvé quand même très vite isolé,
et ça lui a pas posé problème. Il a vu très vite également que sur les pavés, il n'arriverait pas à faire la différence. Il n'a pas paniqué. Je pense qu'il a senti les premiers signes de fatigue déjà à plus de 90 km de l'arrivée, où je pense qu'il avait mal aux mains, je pense qu'il commençait vraiment à souffrir physiquement au niveau du dos, au niveau physique. Mais là aussi, il ne s'est pas énervé, il n'a pas paniqué. Il se retrouve à 2 contre 1. Là encore, il arrive à résister parfaitement. Non, chapeau Pogačar, chapeau. Vraiment, là, aujourd'hui, il m'a impressionné. Pourtant, Pogačar, voilà, hein, c'est quelqu'un d'impressionnant déjà hein, dans ses capacités à faire la course. Mais là, aujourd'hui, ce qu'il a réalisé, au-delà même du physique, ce qu'il a réalisé techniquement sur le vélo, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Il rend quand même 10 kilos à tout le monde, quoi, quasiment. Donc réussir à faire ça, en plus, comme je l'avais dit, pour moi, ça aurait été plus simple pour Pogačar, vraiment sur un terrain très gras, parce que plus on allait aller vite pour moi, plus il allait rebondir sur les pavés et plus il allait prendre au niveau choc par rapport à ses camarades. Et plus le déficit de puissance allait se voir un peu. Mais en fait, absolument pas. Pourtant sur un terrain qui n'était pas hyper humide, parce qu'aujourd'hui en gros c'était des conditions, le pavé était plutôt sec, hein, le haut du pavé était sec, il n'y avait que les bas-côtés qui étaient un petit peu humides, et encore c'était pas complètement détrempé non plus comme l'année de la victoire de Colbrelli, hein. Et il arrive quand même à être à la perfection aujourd'hui. Vraiment très solide, très solide. Alors oui, tu vois que dans les 15 derniers kilomètres, il en peut plus vraiment. Mais putain, il a tenu 50 km de pavé. C'est les 5 derniers qui ont été durs à manger, mais il a tenu plus de 50 bornes de pavé. Ça, c'est incroyable du côté de Pogačar. Je crois il faut souligner quand même aujourd'hui le niveau de performance qu'a eu Pogačar. Le niveau a quand même été exceptionnel du côté de ce coureur. Vraiment, il m'a impressionné aujourd'hui. Vraiment très très solide. Chapeau, monsieur Pogačar. Troisième coureur top. Alors, je mets Jonas Ruch, mais on aurait pu mettre Ulgaard aussi. Ça reste le dernier monument où prendre l'échappée et vraiment te donne un avantage presque considérable. Je mets Jonas Ruch parce que je voudrais souligner quand même la belle course d'ensemble des Intermarchés. Si on regarde un petit peu en détail, vous pouvez le voir dans les commentaires, dans la description plutôt, mais le classement du côté d'Intermarché aujourd'hui, ils ont vraiment marqué énormément de points hein, par rapport surtout à Cofidis, par rapport à Picnic, notamment PostNL ou d'autres formations, ou Arkea. Aujourd'hui, tu as 3 coureurs dans le top 15, 4 dans le top 20. Voilà. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Jonas Ruch, oui, encore une fois, prendre l'échappée, c'est un véritable avantage. C'est un véritable avantage, on le sait, sur Paris-Roubaix. Encore une fois, Pollitt, Vermeersch, Sylvain Didier, Mathieu Eman, sur les 10 dernières éditions, on a quand même plus d'un coureur qui ont été performants là-dedans. Et puis, je pense à Lorenz Rex également, déjà chez Intermarché, qui avait été bon en prenant l'échappée. Et Jonas Ruch qui marche hein, depuis le début de saison, parce que c'est quand même un coureur qui est vraiment en très grande forme. On l'avait vu. C'était à Milan-Turin, il avait été très bon à Milan-Turin parce qu'il avait pris l'échappée matinale, il avait extrêmement bien tenu jusqu'au bout et il s'était fait reprendre à 4 bornes de l'arrivée. Il avait déjà montré vraiment une bonne résistance et il a quand même fait quelques placettes, on va dire. 33 du Tour des Flandres, c'est quand même pas mal, et puis 38 de Milan-San Remo en étant équipier, là aussi c'est quand même du costaud. Et là je trouve qu'en termes de performance ça a été très solide pour lui qui vient de l'AEF. Le changement d'équipe s'est extrêmement bien passé, et là on est aussi sur un très grand gabarit, hein, 82 kg pour 1m97, c'est un gabarit à la Johan van Semmeren. Donc sur les pavés, ça c'est très bien passé pour lui. Et puis c'est pas son premier Paris-Roubaix non plus, hein. C'est un coureur qui a déjà 15 monuments
à son actif. C'était son 5e Paris-Roubaix. Donc voilà, c'est un coureur qui maîtrise le parcours. Et là, le fait de prendre un temps d'avance, ça a été un énorme avantage pour lui. Mais Houlgard, pareil, hein, la Uno X, c'est même surprenant parce que je crois que la Uno X n'avait jamais fait le coup de l'échappée à Roubaix. Ça me dit rien sur les années précédentes, peut-être que je me trompe, mais ça me dit rien. Du côté de la Uno X, alors qu'on sait que c'est une équipe qui est très forte dans ce domaine-là, mais vraiment ça a été un bon résultat. Et encore une fois, Intermarché marque donc 280, 105 plus 280, ça fait 385. 385 plus 100, ça fait 485, et 485 plus 5, ça fait 490 plus 30, ça fait 520 points marqués, le compte est bon du côté de la Intermarché. Et si on compare, la Cofidis en a marqué 30, Picnic, je ne sais même pas s'il y en a un de marqué du côté de la Picnic. La Picnic en a marqué 5, voilà, et la Uno X a dû en marquer avec Houlgard 230, 245 points. Donc c'est vraiment une bonne journée. Même Israël a marqué 35 points aujourd'hui. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour cette formation par rapport aux adversaires directs. Si je regarde également la Jayco, c'est 5 points aujourd'hui. Donc ils ont vraiment été très performant du côté de cette formation, et ça va faire du bien parce que c'est vrai qu'Intermarché était quand même en difficulté depuis le début d'année. Même Guilhermet, et pourtant Guilhermet pour moi n'étant pas c'est pas un gros gabarit en plus, Guilhermet, il fait 70 kilos, donc 1,84 pour 70 kilos, il fait quand même un top 15 aujourd'hui. Ils s'en sont très très bien débrouillés du côté d'Intermarché, alors que c'est plutôt une équipe qui avait réussi avec Lorenz Rex. C'est vrai que c'est plutôt une course qui a réussi à cette formation dans le passé, mais ça a plutôt très très bien tenu du côté de cette équipe, donc vraiment belle performance. Ils peuvent être vraiment satisfaits de ce qu'ils ont fait aujourd'hui parce que ça a très très bien marché du côté de cette formation, et ils peuvent être vraiment satisfaits de sa course. Donc bravo voilà, à cette équipe et à ces coureurs qui ont fait vraiment du très très bon boulot aujourd'hui du côté d'Intermarché, du côté du Noix. Donc bravo Jonas Rutsch, bravo Houlgard, 6e Jonas Rutsch, Houlgard 8e aujourd'hui. Les deux ont fini même dans le même groupe, ils ont fini ensemble. Et puis je termine avec Matthew Brennan. Lui, c'est le futur des courses pavées, vraiment. C'est le futur de ce type d'épreuve. Faire ça, première édition de Paris-Roubaix à 19 ans, alors il vient peut-être passer à 20 ans, mais à cet âge-là, sur peut-être la course avec le Tour des Flandres, les deux courses les plus exigeantes, le Tour des Flandres est encore un cran au-dessus en termes d'exigence physique, mais encore une fois, Roubaix, ça débranche jamais. Ce qu'il a fait pendant 210 km, 215 km, c'est extrêmement solide. Alors oui, sur la dernière heure de course, il a craqué. C'est normal. Je pense qu'il n'avait jamais couru autant de kilomètres dans sa carrière. Mais par contre, sur la science du placement, pendant toute la première partie de course, mais regardez son placement, il est toujours dans les 15-20 premiers. Mais contrairement à Kubis, il est toujours un petit peu derrière et sans jamais bouffer du vent. Je pense que Kubis a encore explosé. Il a explosé à la trouée d'Arenberg. Kubis, on l'a quasiment plus vu après derrière. Il a explosé très loin de l'arrivée. Alors que Brennan, il a tenu jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment solide. De toute manière, alors moi, je pensais qu'ils allaient l'utiliser comme équipier en début de course. Et on a compris très vite qu'il lui faisait quand même très confiance chez Visma Leasebike, parce qu'on l'a protégé presque en début de course. On le voit sur le plat. Il est quand même plutôt bien caché, plutôt bien protégé par les équipiers de la Visma Leasebike. Encore une fois, on parle de la performance de Pogačar, mais quelle performance de Matthew Brennan, qui a été extrêmement solide aujourd'hui. Il a réussi à tenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il a réussi à tenir. Impressionnant. Alors c'est vrai que comme il a à 60 bornes de l'arrivée, il a craqué un petit peu. On a peut-être oublié. Mais quand même,
Et puis il a fini, je crois en plus. Hein, oui, il finit quand même 44e. C'est-à-dire que même en explosant dans le final, bah, il n'a pas complètement craqué. Il marque quand même des points aussi. Aujourd'hui, Mathieu Brennan. Et à cet âge-là, c'est quand même assez exceptionnel. Ça, c'est pour moi du. Il a toujours 19 ans, parce que pour moi, il avait 19 ans. Quand il disait qu'il avait 20 ans, pour moi, il avait 19 ans encore, Mathieu Brennan, mais impressionnant, quoi. Pour cette première année chez les pros, gagner 2 victoires sur le Tour de Catalogne, plus le Grand Prix de Denain, réussir à faire deuxième d'une étape sur le Tour de Lander et dans le top 50 de Paris-Roubaix, bah, il est bien parti. Alors, il faudra voir maintenant ce que ça va faire dans le futur du côté de ce coureur. Et, putain, tenir avec les meilleurs, tenir avec Mats Pedersen, parce qu'il a tenu avec Mats Pedersen, Van Aert, Bissegger, qui était dans une grande forme, pendant, encore une fois, 200 km, bah, ça va être très intéressant à l'avenir pour Mathieu Brennan. Et encore une fois, il a un réel avantage sur ses adversaires, le placement. Quand vous regardez par rapport à d'autres coureurs de cet âge-là, il a un placement parfait. Jusqu'à maintenant, Brennan. Donc ouais, extrêmement solide du côté de ce coureur. Je pense qu'ils peuvent être vraiment très satisfaits. En passant du côté de Lucas Koubis, il finit 46, mais il a vraiment explosé assez loin de l'arrivée, Lucas Koubis. Et du côté de la Unibet, on a quand même Axel Huens, dont on ne parle pas énormément, qui a fait 27e. Voilà, donc la Unibet marque plus de points que la Cofidis, que Arkea. Voilà, hein, ça a souligné, parce que la Unibet marque 15 et 15, 30, 30 et 30, 60, 70 points aujourd'hui. Et il y a d'autres équipes qui auraient voulu faire aussi bien. La Q36 fait moins bien. La Bora, ils marquent un peu plus de points, ils en marquent 90, mais c'est quand même bon foufou. La Total Energy en marque moins. Donc voilà, c'est important de le souligner. La EF en marque moins aussi. Donc voilà, ça a été une course de qualité. Voilà, du côté de la Unibet Tietema Rocket. Pour une équipe qui n'avait pas d'expérience sur cette épreuve. Parce que Bastien-Téma, quand il l'avait fait, il était chez Bingol, Wallonie-Bruxelles. Il n'avait pas encore fondé son équipe à l'époque quand il avait fini hors délai. Et puis Van Aert, juste un petit point, parce que là on parle de Brennan, Van Aert, ça a été de mieux en mieux au fur et à mesure de la course, mais difficile à juger quand même sa saison des classiques à Van Aert. Hein. Elle est bizarre, cette saison des classiques de Wout van Aert. C'est-à-dire, d'un côté, on se dit, ouais, bon, il fait top 10 sur le Tour des Flandres, top 10 sur Paris-Roubaix, même top 5 sur les deux courses. Mais en gros, donc ça n'a pas été mauvais. D'un côté, on se dit, bon, bah, c'est pas si mal, mais on se dit déjà, la manière dont s'est déroulée la course d'un côté comme de l'autre, bah, ça a été bizarre aussi dans sa manière de courir. On voit que la chute quand même de la Vuelta a laissé des séquelles au niveau mental dans le placement. Là, c'était assez impressionnant encore aujourd'hui sur le mauvais placement. Et on se dit, bah, s'il n'y avait pas eu ces problèmes de placement, qu'est-ce que ça aurait donné du côté de Wout van Aert? Ça, c'est quand même la grosse interrogation. Mais elle est difficile à juger, cette saison des classiques, parce que... bah déjà, il a assez peu couru au final, Van Aert, avec ce stage en altitude. Est-ce que ça a été si efficace que ça, ce stage en altitude? Je suis pas sûr. Je pense que là, on s'est un peu raté du côté d'Avisma sur la programmation de ce stage. Et puis après, ouais, en fait, en termes de résultats comptables sur les deux grosses courses, ça fonctionne. Mais sur le reste, il a été inexistant. Donc je sais pas comment noter du tout la saison de Van Aert cette année pour le moment. C'est assez perturbant. Voilà. Du côté du coureur belge. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, c'est que des équipes quasiment, sauf un coureur seul, mais c'est beaucoup d'équipes. Ineos. Ouais, bah ça a été une course très compliquée. Du côté de la Ineos, hein, je pense qu'il y a eu une erreur sur le matériel. Dès le premier secteur, t'en as 3 au moins qui ont des problèmes techniques. Dans le premier secteur, pas vu. T'as Swift, t'as Ghana,
Et je sais, t'as Turner aussi, qui a un problème. Dès le premier secteur. Donc après 250 mètres de pavé, t'en as déjà 3 qui sont HS. Donc il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur sur le matériel qui a été utilisé. Parce qu'au niveau des pneus, ça n'a pas marché du côté de la Ineos. Et ils ont eu des problèmes très régulièrement pendant la journée après. Parce qu'on nous parlait de crevaison de temps en temps. Mais en gros, ça a été une journée un calvaire du côté de la Ineos. Je rappelle toujours, parce que Jackie Durand en a un peu parlé du côté d'Eurosport, mais regardez le documentaire, alors, je ne sais plus si ça se trouve encore sur YouTube, mais à une époque ça se trouvait sur YouTube, le documentaire autour de la Française des Jeux sur l'édition 2002 où toute l'équipe tombe et où toute l'équipe quasiment abandonne et il n'y en a plus qu'un à l'arrivée, parce que le documentaire existe de ça, fait par France 3 à l'époque, et Jackie Durand l'a complètement expliqué qu'il y avait eu un problème de matériel. Mais là, du côté d'Ineos, tu peux pas avoir autant de soucis dès le départ. Alors, entre la Movistar, les 3 chutes avant les pavés, là aussi, c'est assez extraordinaire, du côté de cette formation. Mais du côté de la Ineos, oui, un gros problème de pression. Et forcément, on a mis quand même 30 km, plus de 30 km, à revenir dans le premier peloton. C'est-à-dire que Ghana a le problème au secteur 30, donc à peu près 166 km de l'arrivée. Et il revient dans le secteur 25, qui doit être à 130 à peu près kilomètres de l'arrivée. Entre 130 et 125 km de l'arrivée. Donc on a mis plus de 30 km à revenir. Forcément, l'énergie qu'il a dépensée à ce moment-là, c'est l'énergie qu'il avait pu sur la fin. Voilà, grosso modo, il a explosé complet en vol derrière Ghana, parce que l'énergie qu'il a dépensée à ce moment-là, c'est de l'énergie qu'il n'avait plus sur la fin. Alors il finit quand même 13e aujourd'hui, Ghana. Tarling finit 52, mais toute l'équipe finit loin. Connor Swift a abandonné. Alors c'est vrai que l'équipe n'était pas extrêmement solide autour d'eux, parce qu'on emmène Kim Hayduk. Alors Kim Hayduk, c'est vraiment le coureur, j'ai l'impression qu'il est à chaque fois dans l'équipe pour faire le nombre. C'est-à-dire, c'est vraiment le coureur qui a un programme de course le plus bizarre au monde, je crois, Kim Hayduk. À chaque fois, tu as l'impression que c'est le mec qui est là pour dépanner. Rien d'absent. Allez, on appelle qui ? Kim. Appelez Kim Hayduk pour dépanner. Mais c'est un peu ça du côté de la Ineos. Donc, il l'avait mis dans l'échappée. Parce qu'on sentait qu'il y avait deux coureurs vraiment qu'on n'hésitait pas à mettre dans l'échappée. Et après, Turner, il n'est jamais revenu après ses problèmes techniques. Et de toute manière, on a consommé beaucoup d'équipiers pour rentrer. Alors, encore une fois, quand tu passes 30 bornes en chasse-patate derrière, à Roubaix, c'est fini. C'est une course où il ne faut pas être à contre-temps. Si tu es à contre-temps, c'est mort. Roubaix. Le seul qui avait réussi à s'en sortir en étant à contre-temps, c'est Van Avermaet. Mais qui était vraiment cette année-là au-dessus du lot. Van Avermaet. Sinon, tu es dans une merde noire. Et Ghana, il n'a jamais réussi à retrouver des bonnes jambes. Alors, il sauve une 13e place. Certains ont dit qu'il l'avait senti un peu moins bon déjà au Tour des Flandres. Moi, je trouve que déjà faire top 10 du Tour des Flandres du côté de Ghana, vu son gabarit, c'était déjà une belle performance pour moi. Après, l'erreur, c'est peut-être d'avoir fait le Tour des Flandres. Moi, je pense que ça a peut-être été une erreur. À la place, il aurait peut-être mieux fallu, au lieu de faire le Tour des Flandres, d'arriver à Roubaix, de faire des reconnaissances pendant 15 jours à Roubaix, de rouler énormément sur les pavés pour fiabiliser au maximum le matériel et puis avoir la connaissance parfaite du parcours du côté de Ghana. Je pense qu'on aurait peut-être mieux fait de faire ça au lieu d'aller sur le Tour des Flandres, ou pour moi sur le Tour des Flandres il y avait moins de possibilités de faire un résultat vu ses capacités en bosse du côté de ce coureur. Mais bon, après du côté d'Ineos, c'est plus ce que c'était, comme le disait très bien Jackie Durand, parce que c'est vrai qu'on a vu notamment c'est Turner, on lui change de vélo, on le pousse pas, par exemple Turner. Ça, c'est des trucs qu'on voyait pas. C'est quand même une équipe c'était quand même la référence en termes d'organisation, la Ineos. Pendant toute la période Sky, mais c'est vrai qu'à partir de 2011-2012, j'irais jusqu'à la Covid, c'est la référence. C'est-à-dire que même quand, à partir de 2018, l'équipe est moins dominatrice, mais ça reste la référence en termes d'organisation.
Aujourd'hui, quand tu vois les erreurs qui sont commises, quand tu as connu l'époque Nicolas Portal, tu te dis, ça peut juste pas possible, quoi. Le nombre d'erreurs qui sont commises par Ineos, c'est quand même exceptionnel. Dans l'organisation, je trouve, il y a des fois, il y a des trucs où ça me sidère un petit peu. Deuxième flop, bah, Total Energy. Total Energy. Jean-René Bernodeau, au lieu de demander les données de puissance de Tadej Pogačar, parce que c'est pas comme s'il a jamais donné les données de puissance de Thomas Voeckler en 2004, ni quand il est maillot à poids du Tour de France, ni quand il est cinquième du Tour de France. C'est-à-dire, si tu le demandes à l'un, tu le fais pour tes propres coureurs. Voilà. Ça, j'ai bien aimé, parce que c'est bien une réponse démago de la part de Jean-René Bernodeau, qu'on voit à de nombreuses reprises. Surtout qu'en plus, tu peux donner des fausses informations. Hein. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé. Rasmussen, vous vous souvenez d'un petit Danois, Michael Rasmussen? C'est pas comme s'il avait donné des fausses informations sur ses valeurs de puissance à l'époque. En plus d'avoir triché sur son lieu de résidence. Parce qu'il n'était plus à ça près, hein, du côté de Rasmussen, il avait donné des documents qui étaient faux. Aussi Rasmussen, donc ça veut rien dire. En gros, c'est vraiment le truc des magots complet. On devrait plutôt s'appliquer, au lieu de faire les louanges d'Alessi Brunel, qui certes a gagné une course cette année, mais qui doit retrouver quand même des automatismes dans le peloton, et qui fait encore des erreurs. Là, aujourd'hui, on est passé à côté de son sujet, du côté de la Total Energy. Alors, par miracle, Florian Dauphin marque des points, je dirais presque par miracle, mais Turgis, son attaque à 130 bornes de l'arrivée... À quoi ça... Alors que Colby Simon le fasse. Alors déjà, dans la famille Simons, on a tendance à être très généreux dans l'effort. Parce que le frérot est très généreux dans l'effort, et pas le mec le plus calme au monde. Et Colby, en plus, c'est un coureur qui est très jeune. C'était, je crois, son premier Paris-Roubaix. Donc oui, là, ça peut se comprendre. On fait une erreur de jeunesse, on est un peu foufou. Anthony Turgis, c'est son combientième Paris-Roubaix? Faire cette accélération-là, c'est pas là où tu vas faire un coup d'avance. C'est pas à cet endroit-là de la course où tu vas prendre un coup d'avance. Que tu le fasses au tout début d'Avelduy à Valers ou juste avant Avelduy à Valers, je dis pourquoi pas. Mais pas à 130 bornes de l'arrivée. Là, il n'y a aucune chance que ça fonctionne du côté de Turgis. Et après, bah oui, qu'on soit pas dans l'échappée matinale, ça c'est un raté. Alors il y a pire, il y a encore Arkea. Mais c'est vrai qu'on est passé à côté, quoi. Et pourtant, encore une fois, le coup part quand même rapidement, mais une fois que c'est parti, c'était trop tard. On n'a pas senti les choses, hein, du côté de la Total Energy, on est passé à côté, hein, encore une fois. Alors je dirais, les équipes françaises sont quand même passées à côté, hein, sur cette édition de Paris-Roubaix, que ce soit les coureurs français ou les équipes françaises. Alors heureusement, il y a eu Guy Seger, en gros, mais du côté de la Groupama, je pense que Kung n'avait pas forcément les bonnes jambes. Alors je crois que Johan Jacobs c'est quand même 21ème, mais il avait mis beaucoup d'énergie auparavant. Bon, Stéphane Bissegger, il a un problème technique au mauvais moment, du côté du coureur suisse après le reste de la Décathlon. Dries de Bont est 21ème, mais le reste, ça a été compliqué. Bon, la Unibet, parce que techniquement c'est une équipe française, s'en sort plutôt bien pour une équipe qui n'a pas forcément l'habitude de ce parcours. La Total Energy, bon bah Florian Dauphin fait 25ème, mais après je trouve que Turgis est placé complètement à côté de son sujet et on rate l'échappée. Bon bah Arkea, ça a été la Bérésina complète, hein, du côté de la Arkea. Enfin là ça a été une catastrophe de bout en bout. Mais oui, ça a été difficile, quoi, hein, du côté des formations françaises. Bon, du côté des coureurs français, ça a été encore pire. Du côté de la France, premier coureur, donc Florian Dauphin. Je crois qu'il y a rarement eu une édition de Paris-Roubaix avec un premier coureur aussi loin. C'est-à-dire seulement 25e. Devant, donc, Axel Huens. Et ensuite, derrière, bah, on est au-delà de la 40e place, hein, quasiment.
pour tout le monde. Adrien Petit 96, Sandy Dujardin 70. Passons Sandy Dujardin que depuis sa fracture du poignet et le fait d'avoir continué le Tour de France, il a quand même vraiment disparu, hein, Sandy Dujardin. En passant du côté de la Total Energy aussi, le fait de l'avoir fait continuer à rouler et à faire un Tour de France, je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle parce qu'aujourd'hui il a quand même bien disparu. Sandy Dujardin, pour un mec qui était en capacité d'accompagner Christophe Laporte sur un championnat d'Europe, aujourd'hui, il n'est plus en capacité d'accompagner grand monde. Mais oui, du côté de la Total Energy, on passe à côté de son sujet et je pense qu'il y avait mieux à faire en termes de stratégie. Alors on n'a peut-être pas les meilleurs coureurs du monde, hein, mais en termes de stratégie, on était capable de faire beaucoup mieux du côté de l'équipe française. Lidl Trek, ouais, j'ai pas compris la stratégie de la Lidl Trek, de vouloir décanter la course aussi loin de l'arrivée. C'est-à-dire que dès ce secteur 30, c'est Lidl qui roule. Alors, je sais qu'ils avaient des coureurs intéressants, mais déjà, il y en a quand même quelques-uns qui sont tombés. Je pense à Stuyven, je pense à Teuns, qui était tombé avant même les secteurs pavés. Et ensuite, ils ont les 5 premiers secteurs, alors qu'on sait que c'est des secteurs où en gros tu ne fais pas la différence. C'est des secteurs où tu ne perds vraiment pas en plus la course. On voit que tu peux rattraper la situation. Ghana a réussi à revenir, Van Aert aussi, Van Barle aussi. Enfin voilà, tu arrives à revenir et tout n'est pas perdu, on va dire, quand tu as un problème technique dès le premier secteur, si c'est bien géré. Eux décident de rouler dans ces 5 secteurs-là et ils continuent ensuite derrière. Ils continuent. C'est Pedersen qui met la première vendrille à 103 km de l'arrivée, mais qui s'isole complètement. Et c'est ça qui est dommageable, parce que du côté de Lidl Trek, on aurait dû attendre que ce soit les autres qui fassent le travail, et puis ensuite essayer de jouer le surnombre avec Pedersen, de jouer le surnombre avec pourquoi pas un Milan, de jouer le surnombre avec un Stuyven, de jouer le surnombre à ce moment-là. Pas de décanter la course, c'était pas la Lidl Trek de décanter la course. Alors déjà hier chez les filles, bon, j'ai critiqué Balsamo, mais c'est vrai que la stratégie de la Lidl Trek était critiquable. Là, chez les garçons, bah aussi, parce que pour moi, décanter la course d'aussi loin, c'est donner les clés du camion à Van Der Poel et Pogacar. En gros, sur Roubaix, c'était surtout donner les clés à Van Der Poel de décanter d'aussi loin de l'arrivée. Alors oui, il fait 3e Pedersen, mais je me dis quand même qu'en courant différemment, on aurait peut-être pu gagner. On n'aurait peut-être pas battu Van Der Poel, mais avec le surnombre peut-être, on aurait peut-être pu gagner. On aurait peut-être pu jouer différemment du côté de la Lidl Trek. Ouais, pour moi, il y a un petit échec de ce côté-là. 4e, Merlier. Oui, parce que, comme Charlotte Cole, c'est fou parce que c'est un mec qui a remporté Nocureux, donc avec des pavés qui sont pas toujours propres à Nocureux, qui sait sprinter sur des pavés. Par exemple, à Roubaix, ça n'a jamais marché. Un peu comme Alexander Christophe en passant aussi, qui a gagné le Tour des Flandres, mais à Roubaix, ça n'a jamais voulu marcher. Et Merlier, pareil. Pourtant, il a les qualités pour Roubaix. Il a les qualités, il a le physique. Les pavés belges, il sait s'en sortir, mais ça permet de montrer la différence entre les pavés belges et les pavés français. Parce qu'à Nocureux, sur un parcours plat, il arrive à s'en sortir. Par contre, sur Roubaix, avec un parcours plat, mais des pavés à la française, il n'arrive pas à s'en sortir. Aujourd'hui, il fait 36e. Mais on ne l'a pas vu de la journée, du côté de Merlier. Alors en passant, on n'a pas vu la Soudal Quick Step de la journée. Mais je dirais que ça c'est maintenant habituel ces derniers temps, du côté de cette formation, de la voir plus souvent sur un Tour du Pays Basque ou un Tour de Catalogne que de la voir quand même performante sur un Paris-Roubaix, alors qu'à une époque c'était plutôt l'inverse du côté de cette équipe. C'est vrai, hein, les tons ont changé du côté de la Soudal Quick Step, mais Merlier, ça m'a toujours surpris que ce coureur-là n'arrive pas à s'en sortir à Roubaix. Pour moi, il a toutes les qualités pour être performant à Roubaix. C'est-à-dire que c'est plutôt un grand gabarit, il est à l'aise sur les pavés, mais il n'est pas à l'aise sur les pavés à la française. Il a en plus du talent, parce que je crois qu'il fait quand même il a quelques talents en cyclocross.
Aussi, Merlier, il sait se placer quand il y a du vent, parce qu'il se fait rarement avoir quand il y a des coups de bordure. C'est un coureur qui est très puissant, Merlier, qui est très résistant aussi, mais ça marche pas à Roubaix. Il y a un truc qui fait que ça ne marche pas à Paris-Roubaix, du côté de Team Merlier, et ça m'a toujours un petit peu surpris. Et puis c'est vrai qu'Yves Lampaert, comme le disait Jackie Durand, et je suis assez d'accord là-dessus, c'est plus du très grand Yves Lampaert. C'est quand même un coureur qui a disparu, Lampaert, par rapport à il y a 2-3 ans, il y a plutôt 3-4 ans même, du côté de Lampaert, où c'était quand même un coureur majeur du dispositif Soudal Quick-Step sur les classiques, à l'époque où cette équipe arrivait encore à avoir des résultats sur les classiques flandriennes. Mais là, aujourd'hui, c'est quand même un coureur qui a complètement disparu. Là, je ne sais même pas combien il finit du côté de la Soudal Quick-Step. C'est qui le premier coureur, même du côté de la Soudal Quick-Step? C'est Lampaert, 28e. Et Merlier, 36. Et ils sont que 3 à avoir fini. Lampaert, en ce moment, il va falloir quand même qu'il sorte un petit peu les doigts du... Vous avez la suite, parce qu'il a abandonné. Et c'est quand même un coureur, si vous comparez à Paul Magnier, la comparaison fait un peu mal du côté de Lamperti. Normalement, c'est lui qui devait faire les sprints. C'est pas Paul Magnier au tout début l'an dernier. Ça a bien changé depuis. Oui, ils ne sont que 3 à avoir fini, quoi. Du côté de la Soudal Quick-Step, c'est peut-être même l'une des équipes qui a le plus d'abandon avec la Movistar. Parce que la Movistar, je ne sais même pas s'il y en a un qui a fini au final. Non, il n'y en a aucun qui a fini du côté de la Movistar. En même temps, quand on a 3 qui sont tombés, même Garcia Cortina a abandonné. Voilà. Et ça a dû remplir l'infirmerie, parce que Torres, Manilio, Moreau, je suis pas sûr qu'on les revoie tout de suite sur un vélo. Du côté de la formation, je pense que c'est la seule formation qui a réussi à faire ça. Parce que bien Movistar. Alors on a toujours dit que les pavés c'était pas leur spécialité, là ça se voit bien. Impressionnant. Parce que même la Lotto, ils ont tous fini. Loin, mais ils ont tous fini. Du côté de la Lotto. Là, non, ils ont complètement explosé du côté de l'équipe. Même la Bahreïn, ils ont fini à 4. Et pourtant, Mohoric a abandonné. Il est bien tombé, Mohoric aussi, parmi les coureurs qui sont tombés aujourd'hui. Ce sera important de regarder comment ça s'est passé. S'il n'y a pas des séquelles pour Mohoric. Et puis, je termine avec l'AEF. L'AEF, typiquement, l'équipe qui a mal géré ses efforts. Très visible sur les 10 premiers secteurs. On a beaucoup vu l'AEF, sur les 10 premiers secteurs. Prenez du secteur 30 au secteur 20. Jusqu'à Veldu à Valers. On voit beaucoup les EF. C'est-à-dire qu'on voit Casper Asgreen, Colby Simons, Mads Mikkels, qui est le seul à la fin à avoir résisté. Le seul qui a un problème, c'est Jack Kingrey. On a Max Walker dans l'échappée aussi. Et puis après, ils ont disparu. Ils ont disparu du côté de l'AEF. Oui, parce qu'ils ont oublié un principe de base. Sur des courses comme ça, au-delà de 220-230 km, sur des courses où on est au-delà de 5 heures d'effort, c'est pas au bout de 2h30 qu'il faut être présent. C'est au bout de 4h30, 5 heures de course qu'il faut être aux avant-postes. C'est là où il faut être aux avant-postes. Avant, quand tu es une équipe outsider, il faut suivre. Il faut suivre en se cachant. C'est ce qu'a tenté de faire Bissegger. La Groupama aussi a tenté de faire ça. Alors ça marche pas toujours, mais quand tu fais pas partie des équipes majeures, tu te caches. Voilà. Et l'AEF, ils se sont beaucoup montrés en début de course. Au bout de 3h30 de course, 4h, il n'y avait plus personne. À part Mads Mikkels, les autres, ils avaient disparu. Casper Asgreen, après c'est compréhensible, Casper Asgreen, déjà au départ, il ne devait pas faire la course, Casper Asgreen, mais il a quasiment pas fait de saison de classique. Je crois qu'il était malade, comme Christophe Laporte. Donc, un peu comme Brennan, un peu comme aussi Philipson, ça manque de foncier. C'est-à-dire, il tenait pas la distance sur 250 bornes, 200. Donc, au bout de la dernière heure dernière heure 20 de course, elle lui a été fatale à Casper Asgreen. Et pour le reste, on a fait les efforts trop tôt. On s'est montré beaucoup trop tôt. Alors Colby Simons, ça peut se comprendre, c'est un jeune coureur, mais oui, du côté du reste de l'équipe, on a un peu explosé. Et c'est dommage du côté de l'AEF, parce que la campagne des classiques, on remporte à travers la Flandre,
Tout n'a pas été mauvais hein, du côté de cette équipe. Mais là, c'est vrai on est un peu passé à côté de son sujet. En passant, Colby Simons, c'était sa première course avec l'équipe 1, parce que jusqu'à maintenant, il était avec l'équipe réserve normalement de la EF. Et il est passé en contrat avec l'équipe 1 le 1er avril. Donc pour le Tour des Flandres, notamment, où il a validé son contrat avec l'équipe 1. Et donc c'est quand même un cours qu'il faudra suivre à l'avenir. Colby Simons, comme bien entendu son frère, comme Quinn, du côté des Américains. Pour lui qui fera le Tour de Bretagne au mois d'avril, normalement. C'est ce qui était prévu au départ. Et Matthew Brennan, ça sera le Tour de Romandie. Pour le coureur, britannique. Je sais pas si je ferai le Tour de Romandie, parce que comme je serai pas chez moi, je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Bon, et ben voilà du côté de la EF, et bien voilà du côté de ce grand débrief du côté de Paris-Roubaix. N'hésitez pas à regarder également le débrief féminin. Demain, donc dernière étape du Tour du Pays Basque. Durant la semaine, on aura les courses dans le Doubs, peut-être le Tour du Limbourg également sur la chaîne. Il y aura du cyclisme, voilà, et puis présentation de l'Amstel. Flèche Brabançonne également sur la chaîne, donc normalement vendredi la Brabançonne, et puis vendredi ou samedi présentation de l'Amstel, débrief de l'Amstel dimanche, normalement si tout se passe bien. Allez, ciao ciao du côté de l'Amérique Production, et puis n'hésitez pas à vous abonner.